痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh, canne à pêche, c'est Asproséoc, nouvelle vidéo, analyse Naruto, vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, on va se faire un petit top des meilleurs moments d'Oji Naruto, donc Naruto pas Shippuden. Petite anecdote personnelle, quand j'ai fini la première partie et que je devais passer à Shippuden, j'ai eu du mal au début. J'étais tellement attaché à l'univers d'Oji Naruto, aux personnages et à cette ambiance que quand j'ai commencé Shippuden, j'ai eu le mal du pays. Naruto a été une épopée absolument incroyable et quoi de mieux que de revenir sur ses meilleurs moments. Ouais, c'est cadeau, c'est pour moi, je vous laisse kiffer. Ah, et je vais caler le disclaimer un petit peu classique, hein. Il ne s'agit pas d'une liste que vous devez prendre comme étant LA liste des meilleurs moments. Là, je vous explique simplement pourquoi je considère que les 5 scènes qui vont suivre sont les meilleures pour moi, mais si vous n'êtes pas d'accord, je l'accepte tout à fait. Mon but est de vous présenter mes 5 scènes préférées, que vous m'indiquiez les votes si elles sont différentes. Bref, c'est parti. Numéro 1. La mort d'Aku. Alors ce passage, il est beaucoup trop sous-coté et va falloir qu'on en parle. Bien sûr, quand on voit ce qui suit dans le manga, on peut se dire que l'arc entier du Pays des Vagues n'est pas si important, mais croyez-moi, c'est du très très lourd en termes d'écriture, et la mort d'Aku est le point culminant de cet arc, tant il a d'impact sur la vision du spectateur du monde dans lequel les protagonistes vivent. Pour rappel, il s'agit de la première véritable mission de l'équipe 7. Leur mission est d'escorter Tazuna, un constructeur de pont chez lui, en toute sécurité. Sur le chemin, on se rend compte que Tazuna est poursuivi par des assassins et la mission devient une quête d'escorte plus. Le but de Tazuna est de construire un pont qui rattacherait le Pays des Vagues avec le Pays de l'eau. Cependant, cet objectif ne convient pas à Gato, un homme riche et influent qui considère qu'un pont vers l'extérieur serait mauvais pour son profit personnel. Donc il a engagé des assassins et notamment Zabuza Momoshi, un ninja renégat de Kiri qui est aussi accompagné de l'homme qui nous intéresse ici, Aku. Aku est né avec un Kekkei Genkai, un attribut héréditaire qui était assez mal vu à l'époque. En gros, les utilisateurs de Kekkei Genkai étaient utilisés dans les guerres et les gens avaient peur d'eux. Son père, en apprenant qu'il en possédait un, a tué sa mère et voulait tuer Aku, mais il s'est fait transpercer par ses pics de glace. Aku va donc errer seul, détesté et craint de tous à cause de son pouvoir. Par la suite, il va rencontrer Zabuza, qui était le seul qui lui portait un petit peu d'attention. Zabuza, lui, portait de l'attention parce qu'il voulait l'utiliser comme une arme pour réaliser ses ambitions, et Aku, il le savait, mais il s'est accroché à lui et la seule personne qui en avait quelque chose à faire de sa vie. Est-ce que vous comprenez en quoi c'est génial? Dans le manga Naruto, on nous met souvent en parallèle des personnages avec Naruto. Le but est de montrer le choix de Naruto à travers son plus vieux démon, la solitude. Là où on se dit que Naruto a fait les bons choix, a eu la chance de croiser un personnage à tel moment ou quoi que ce soit, d'autres n'ont pas eu cette chance. L'arc Zabuza est l'arc précurseur de cette démonstration qui va être prise moult fois au fur et à mesure de la série. Dans cet arc, il y a deux parallèles avec le personnage de Naruto, Inari et Aku. Bon, Inari il est pas pertinent ici donc on va le passer, mais Aku, bon dieu Aku c'était incroyable. Aku est comme Naruto, un ninja qui possède un pouvoir qui fait peur aux gens. Cette peur les pousse à haïr le personnage et à l'exclure. Aku a donc connu la solitude comme Naruto, a connu le regard apeuré des autres comme Naruto, et s'est sorti de cette solitude en rencontrant une personne pour qui il avait de l'importance. Zabuza, au même titre que Naruto, s'est sorti de la solitude totale en rencontrant Hiruka. Le personnage d'Aku nous fait donc réfléchir à ce que Naruto aurait pu devenir si la personne qui l'avait approché n'était pas un mec bien comme Hiruka. Genre imaginez Mitsuki, Orochimaru, Danzo. Et la mort d'Aku est aussi importante selon moi parce que c'est à ce moment-là que Naruto comprend cette vision qui est proposée au spectateur. Il comprend ce qu'il aurait pu devenir s'il n'avait pas eu la chance de croiser Hiruka, mais un mec mal intentionné. Bien sûr, on apprend que Zabuza s'était attaché à Aku avec le temps, mais Aku a fini par renier son statut d'être humain pour devenir l'outil de Zabuza, et ça, c'est quelque chose qui aurait pu arriver à Naruto. Dès le début de l'œuvre, on s'attache à Naruto à cause de son exclusion totale. Quand on rencontre Aku et qu'on découvre son histoire, on fait le lien direct avec Naruto et on comprend la tragédie de la chose. Aku a été moins chanceux que Naruto et du coup on se dit que ça aurait pu être encore pire pour lui. Jamais on ne considérera Aku comme un méchant ou un ennemi, c'est un enfant brisé qui s'est accroché au seul mec qui ne le voyait pas comme un monstre, mais comme un outil et ça lui a suffi, du moment qu'il avait un semblant d'importance pour quelqu'un. La mort d'Aku va donc être la première véritable confrontation des héros au monde cruel et sanglant dans lequel ils vivent, et Naruto va être confronté pour la première fois à quelqu'un qui lui ressemble. Naruto aurait pu être Aku et aurait pu finir aussi tragiquement que lui. Bref, la mort d'Aku m'a profondément marqué, l'arc Zabuza a été une masterclass du début à la fin. Numéro 2. L'arrivée d'Orochimaru. L'arrivée d'Orochimaru est un des moments les plus traumatisants et à bien des égards. Dans l'arc Zabuza, Zabuza faisait flipper à cause de son attitude ninja assassin qui peut te découper comme de la ciboulette en un battement de cils.
Par contre, Orochimaru, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Ce mec, c'est une sorte de cauchemar vivant. Vous savez, quand il arrive, Sasuke, donc le mec qui n'avait pas sourcillé du sourcil dans l'arc d'avant devant les frères démons assassins, se transforme littéralement en diarrhée. Le fait de voir Sasuke comme ça rend le personnage d'Orochimaru beaucoup plus terrifiant. Ce passage permet également de montrer les limites de Sasuke et la ténacité de Naruto. Dans l'arc précédent, Sasuke avait lancé une petite croix de nez à Naruto en le traitant de trouillard parce qu'il avait paniqué au moindre danger. Là, c'est l'inverse, c'est Naruto qui se bat corps et âme contre Orochimaru et qui lui renvoie d'un revers sa crotte de nez en lui claquant que c'est un trouillard. C'est également à ce moment qu'Orochimaru va poser la marque maudite sur Sasuke, donc cet événement va avoir une importance capitale sur la suite de la série et sur la direction du personnage de Sasuke. Orochimaru a eu également un impact sur la relation Naruto-Sasuke. Sasuke ne voyait pas Naruto comme un ninja de valeur, mais après avoir vu son combat contre Orochimaru, il se rend compte qu'il s'agit d'un adversaire à sa taille et qu'il veut l'affronter. L'arrivée d'Orochimaru a permis de comprendre que Naruto avait progressé et est devenu courageux et même devenu un adversaire potentiel pour Sasuke. Sasuke à ce moment-là a commencé à respecter Naruto grâce à Orochimaru. Orochimaru, c'est une menace d'un tout autre niveau que les autres personnages qu'on a vus depuis le début de Naruto. Là où c'est fort, c'est qu'on s'en rend compte sans forcément connaître le passé et les compétences d'Orochimaru. Bref, cette arrivée, c'est peut-être une des meilleures de tout le manga et jamais j'oublierai cette erreur qui nous aura infligé cet enfoiré. Numéro 3. Sakura contre Ino. Sakura, Ino, deux personnages emblématiques d'Oji Naruto. Leur combat, c'était une sorte de dream match depuis l'épisode 1. Vous savez, quand j'ai vu qu'elles allaient s'affronter, je me suis dit que là, on allait vraiment passer aux choses sérieuses. Sans offense pour l'arc Zabuza, hein, mais là, on est vraiment sur le moment qui a placé Naruto comme étant un des piliers du manga game. Pourquoi j'ai du sang dans la bouche? Bon, ça passera sûrement en parlant. Numéro 3. Rock Lee contre Gaara. Alors là, on va parler d'un très grand moment, peut-être même le meilleur moment de Naruto selon moi. Rock Lee contre Gaara, c'est le dream match qu'on ne voulait pas mais dont on ne peut plus se passer. C'est facile, tout est géré d'une main de maître pour que nous ayons l'épiderme de Gallinacé. Rock Lee, le raté, affronte le boss final de l'arc. Directement, on se dit qu'il va se faire yamchaniser et qu'il va servir à montrer que Gaara est très fort. Pas du tout. Très vite, on découvre que Rock Lee ne peut utiliser que le taijutsu. Son objectif à lui, c'est de devenir un grand ninja sans utiliser les arts ninja classiques. Là aussi, on peut faire un parallèle avec le personnage de Naruto. Comme Naruto, Lee est un raté et veut prouver au monde sa valeur. On s'est moqué de lui toute son enfance et il a tout fait pour se surpasser, pour surpasser la fatalité, accepter le fait de ne pas pouvoir faire de ninjutsu tout en mettant tous ses efforts dans l'apprentissage du taijutsu pour se raccrocher tant bien que mal à son identité de ninja. Son adversaire, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Au début, on pensait directement qu'il allait manger Lee tout cru. C'est une technique scénaristique de base, on met un personnage ultra fort devant un mec fort pour qu'il le détruise, comme ça les gens qui considèrent le mec fort comme fort vont se dire que le mec ultra fort est vraiment ultra fort. Vous suivez? Lee a refait le portrait de Sasuke plutôt dans l'arc, donc montrer Gaara détruire Lee, c'est montrer que par extension, Gaara aurait pu détruire Sasuke s'il avait eu la malchance de tomber sur lui au début. Et pourtant, malgré tous les désavantages scénaristiques, Rock Lee nous a fait croire en lui. Là où j'étais persuadé que Gaara allait gagner, j'ai cru en Lee en plein milieu du combat et j'étais totalement derrière lui. Niveau forme, c'est une pépite visuelle. L'animation est sublime, la musique est entraînante, les flashbacks qui donnent un petit côté attachant à Lee et qui font que c'est vraiment difficile de ne pas le soutenir à ce moment-là. Lee avec ce combat a montré à ses camarades que c'est un ninja du type je te botte les fesses comme il faut. Absolument personne dans la salle pourra dire le contraire, Lee est un grand ninja. Et là où c'est beau, c'est qu'on peut clairement s'identifier à lui. À un moment donné de notre vie, on s'est tous confrontés à un mur, un domaine dans lequel on était mauvais et qu'on a dû gérer quand même, soit en fournissant des efforts pour que notre faiblesse soit comblée, soit en compensant avec un autre domaine, genre t'es mauvais en maths mais t'es bon en histoire, du coup tu travailles plus l'histoire pour compenser la piteuse que tu vas te prendre en maths. Mes frères étudiants se reconnaîtront. On comprend également que Rock Lee est le véritable raté de cette série, bien plus que Naruto qui de base est un monstre depuis la naissance, et ça vous aurez le droit à une vidéo à ce sujet. Bref, Rock Lee contre Gaara a été époustouflant sur tous les plans et je pense très sincèrement qu'il s'agit d'un de mes combats préférés, tout animé confondu. Numéro 4. La confrontation Naruto-Gaara. Gaara, comme Aku, fait les frais de cette tactique artistique du on fait un Naruto qui a suivi un chemin différent. Et bordel, c'est exceptionnel. Dans le monde de Naruto, on enferme des bijoux dans des hôtes. Ces hôtes comme Naruto sont mis à l'écart par peur que le démon se libère et fasse un carnage. Naruto et Gaara possèdent tous les deux un démon en eux et ont subi un traitement similaire à une exception près. Là où Naruto avait Iruka et là où Aku avait Zabuza, Gaara, lui, n'avait personne. Il représente ce que Naruto aurait pu devenir s'il n'avait jamais rencontré Iruka, s'il était resté seul face au regard des autres. Affronter Gaara, c'est un peu comme affronter le Naruto qu'il aurait pu être. Personne ne peut comprendre Gaara mieux que Naruto et c'est d'ailleurs pour ça que son fameux Talk no Jutsu a été si efficace tant pour Gaara que pour le spectateur. Plutôt que d'essayer de comprendre Gaara comme Iruka l'a fait avec Naruto, les gens préfèrent fuir et le mettre à l'écart. Naruto lui a tout fait pour briser cette coquille, voire au-delà du monstre qu'il est d'apparence pour parler à l'être humain, chose que les gens lui ont jamais fait. Voir Gaara, c'est aussi voir tous les accomplissements de Naruto.
Iruka lui a permis de ne pas virer zinzin et regardez là où il en est à ce moment-là la série. Il s'est fait des amis, a inspiré le personnage de Konohamaru, a remis dans le droit chemin un personnage aussi torturé que Neji, il a le pire personnage féminin de la série qu'il aime, et a même été acclamé après sa victoire contre Neji par les habitants du village qui jusque-là ne le voyaient que comme un démon. On apprend même que par la suite les villageois étaient reconnaissants du fait qu'il ait sauvé le village. Naruto, de par sa volonté et son refus de s'apitoyer sur son sort, a réussi à s'extirper de sa solitude en ayant un impact positif sur la vie des gens. A partir de là, quand il a vu que Naruto avait réussi à se faire accepter, Gaara s'est fait accepter à son tour et est devenu Kazekage en prenant comme modèle Naruto. Naruto a fait office d'Iruka ici, c'est-à-dire qu'il a sorti Gaara de sa solitude. Mettre en parallèle ces deux personnages, c'était brillant et c'était bien plus pertinent qu'avec Aku à mon sens. Cet arc a été grandiose et c'est en partie grâce à ces deux personnages. Plus on va avancer dans la série, plus on va avoir des personnages qui seront des Naruto qui a fait ce choix. Mais Gaara, il a une saveur particulière. Bien que je considère que Gaara n'est pas le meilleur candidat à ce poste, sa relation avec Naruto était quand même incroyable et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'arc Chunin et par extension Oji Naruto était aussi génial. Numéro 5. Naruto contre Sasuke. Et évidemment qu'il fallait qu'on passe par là. Quand on parle de Naruto, on pense directement à ce moment. Qu'on considère qu'il s'agisse du meilleur moment ou non, on peut pas nier que c'est un des moments fondateurs de l'héritage de Naruto. C'est l'événement qui a mené à Shippuden. C'est l'événement qui a mis des doutes dans la tête d'un personnage aussi têtu que Naruto. C'est l'événement qui a l'origine de tellement de moments dans Shippuden que je pourrais même pas tous les citer tellement il y en a. Sasuke, après s'être fait recte par Itachi, a compris qu'il était trop faible et ça l'a rendu fou. Dans son combat contre Gaara, il n'a pas été capable de protéger Sakura et allait se faire tuer si Naruto n'était pas intervenu. Dans son combat contre Itachi, il a même pas réussi à lui faire froncer les sourcils. Il est trop faible et il s'en rend compte. Il pète un câble, affronte Naruto sur le toit de l'hôpital et se rend compte que Naruto lui-même l'avait au minimum rattrapé, voire même surpassé. Naruto, qui était plus faible que lui de base, a réussi à le rattraper et donc il progresse plus vite que lui. Il décide donc de rejoindre les camps d'Orochimaru et décide d'accepter totalement l'emprise de la marque maudite. Il déserte le village et doit se confronter à son ami Naruto. Pourquoi ce moment est aussi génial? Sérieusement? J'ai besoin de te l'expliquer? Ce combat, c'est une allégorie du combat qu'a mené Naruto pour tisser les liens avec les gens qui l'entourent. Son plus grand démon a toujours été la solitude. Depuis qu'il est dans l'équipe 7, il a tissé des liens d'amitié avec pas mal de monde et considère Sasuke comme son meilleur ami. Que Sasuke veuille rompre ce lien, c'est renvoyer Naruto à sa solitude, du moins à sa peur de la solitude. Plus que personne, Naruto considère ces liens comme précieux, parce que lui sait ce que c'est que de ne pas en avoir et de n'être qu'un paria aux yeux des autres. Perdre quelque chose d'aussi précieux pour lui, c'est inconcevable. La chorégraphie était vraiment cool, on comprend bien leur évolution en termes de puissance depuis le début de la série, on arrive à ressentir la tristesse des personnages tant pour Naruto que Sasuke, que ce soit fond ou forme, ça a été impeccable. Ça nous a également permis d'être hypé pour une suite, alors que bon, d'habitude on est un peu frileux avec les suites. Naruto et Sasuke ont géré, ils nous ont offert un moment d'anthologie, un moment qui est venu conclure tragiquement cette première partie. Ah, je sais pas vous, mais alors là moi j'ai pris 800 cc de hype par perfusion directement dans les veines. C'était incroyable. Shippuden aussi aura le droit à son top, mais bon là ça va être un petit peu plus galère vu qu'il y a énormément de moments cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 5, j'adore les tops. Des bisous les enfants, prenez soin de vous, see you next time.